Les rapports entre les États-Unis et Israël prennent un nouveau tournant depuis l'entrée en fonction du président Donald Trump. Les relations avaient été plutôt conflictuelles entre le président Barack Obama et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Mais à présent, le climat se réchauffe. On l'a bien vu lors de la très récente visite du premier ministre Netanyahou à la Maison-Blanche à la mi-février. Alors, pour faire le point sur cette situation, je reçois en studio Samir Saul, qui est professeur au département d'histoire de l'Université de Montréal. Bonjour, Monsieur Saul. Bonjour. Et je reçois également Yaakov Rapkin, également professeur d'histoire à l'Université de Montréal, qui se joint à nous par Skype depuis Kyoto. Merci beaucoup de participer à l'émission par Skype et bienvenue. Avec plaisir. Alors, parlons d'abord de cette relation privilégiée qu'entretiennent les États-Unis et Israël depuis des décennies. À quoi tient cette amitié particulière? Je me tourne vers vous d'abord, Samir Saul. Les États-Unis ont besoin d'une base dans la région, une base sûre pour défendre leurs intérêts. Israël, depuis sa création, a été un pied à terre très ferme pour les États-Unis, dans une région que les États-Unis n'arrivent pas à contrôler, aimeraient bien contrôler, et ont besoin d'éléments forts, armés, pour défendre leurs intérêts. Israël a toujours été le représentant des intérêts américains dans la région et de ses propres intérêts naturellement. Donc ça remonte très loin, ça remonte au temps où les États-Unis, après la Seconde Guerre mondiale, sont devenus une puissance mondiale et ont donc cherché à étendre leur hégémonie dans la région. Le problème pour eux, c'était que le nationalisme arabe était un obstacle, et alors l'ennemi naturel du nationalisme arabe, c'était Israël. Et Israël est donc associé aux États-Unis comme atout stratégique, dit-on, c'est-à-dire une sorte de base militaire américaine dans la région pour défendre les intérêts américains. Et naturellement aussi le projet sioniste, il ne faut pas se faire d'illusions. Israël n'est pas là seulement pour les États-Unis, il est là aussi pour ses propres intérêts. Bien sûr. Donc ça remonte loin. Oui, donc lors de la conférence de presse à la Maison-Blanche qui a eu lieu le 15 février dernier, en présence du président Trump et du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, le président Trump a causé vraiment la surprise en remettant en question la solution qu'on appelle la solution à deux États. Résumons ce que c'est exactement cette solution, Samir Saul. C'est l'idée de retourner aux frontières à peu près de 67, donc avant la guerre de 67, la reconnaissance de l'État d'Israël de cette époque et la création d'un État palestinien à partir des zones restées sous contrôle palestinien, c'est-à-dire la Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Ouest. Alors, c'est la solution qui est voulue, approuvée, légitimée par l'ensemble de la communauté internationale. C'est celle que prônent les Palestiniens, c'est celle que prônait Israël. Mais cette solution est en train d'être éliminée, grignotée par la colonisation. La colonisation continue de manière régulière, systématique. Plus d'Israéliens viennent s'installer dans les territoires occupés, ce qui est illégal. Et on a maintenant à peu près plus de 500 000 Israéliens installés dans les territoires palestiniens. De sorte qu'on peut toujours parler de la solution des deux États, mais elle est en train de disparaître. Alors, ce qui est mis de l'avant de l'autre côté, c'est une solution un seul État, c'est-à-dire que tous les Palestiniens israéliens seraient dans le cadre de la Palestine, une grande Palestine. Mais ça, c'est très, très improbable parce que les Palestiniens sont plus nombreux que les Israéliens. Et les Israéliens n'accepteront jamais, et ce sera là un régime d'apartheid. Alors, en réalité, ce qui est en train d'être prôné actuellement, c'est la continuation du statu quo, donc de l'occupation, de la colonisation, jusqu'à l'éternité. Monsieur Rapkin, je me tourne vers vous. Cette solution à deux États, donc qui fait consensus au sein de la communauté internationale depuis des décennies, à votre avis, c'est encore la seule issue possible ou encore est-ce qu'on s'en éloigne de plus en plus? Quelle est votre analyse de la situation? Bon, il y a une quinzaine d'années, j'ai écrit que la solution à deux États n'est plus réaliste parce qu'il ne reste plus de territoire pour vraiment former l'État palestinien à cause de la colonisation sioniste dans les territoires occupés. Et donc, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens qui habitent dans ces territoires et c'est encore moins probable qu'il y ait deux États. Pourquoi la solution à deux États fait le consensus international? Parce que les gouvernements occidentaux permettent ainsi à Israël à continuer la colonisation des territoires occupés tout en maintenant l'illusion d'une solution à deux États.
Nous savons très bien de l'histoire récente avec la Russie que lorsque la communauté internationale veut arrêter quelque chose, ils peuvent imposer des sanctions. Or, les États-Unis, sous le président Obama, avaient octroyé à Israël l'aide de 38 milliards de dollars s'échelonnant sur les 10 prochaines années. Donc il y a effectivement une continuité d'aide américaine à Israël. Et même si M. Trump a mis un doute sur la solution à deux États, tout de suite, tous les fonctionnaires, comme la représentante aux Nations Unies, a dit non, non, nous tenons toujours à la solution de deux États, parce que c'est la formule magique qui permet à Israël à faire ce qu'il veut sans être tenu responsable. Est-ce qu'on peut considérer que ce nouveau développement, ces déclarations que Donald Trump a semblé quand même faire à la légère, on n'est pas certain qu'il mesure complètement la conséquence de ses propos, mais ça constitue un réchauffement dans les relations entre Israël et les États-Unis. On sait que sous Barack Obama, il y a eu énormément de tensions, voire des conflits pendant 8 ans. Qu'est-ce qui explique que la relation avait été si difficile entre Barack Obama et le premier ministre israélien Netanyahou? Bon, il faut attention, la relation difficile, c'est plutôt une apparence qu'une réalité. L'alliance américano-israélienne est ferme, est restée ferme depuis très longtemps, même sous Obama. Comme Yaakov vient de le dire, Obama a accordé à Israël le montant le plus élevé de toute l'histoire des dons américains à Israël. Donc les tensions étaient des tensions de discours et de rhétorique, beaucoup plus que de réalité. Dans la réalité, les États-Unis ont toujours appuyé Israël, ils l'appuient toujours en ce moment. Ce que Trump est en train de faire, c'est de lever le voile et de mettre de côté le discours lénifiant, agréable d'Obama et de la politique américaine antérieure. Il est en train de dire essentiellement qu'il s'associe aux ultra-israéliens, aux extrémistes israéliens. Et alors, il y a un réchauffement avec Netanyahou, naturellement, parce que lui, il en fait partie. Donc, Donald Trump appuie carrément et explicitement, ouvertement, la colonisation israélienne dans les territoires il le fait ouvertement. C'est la seule différence, parce que sous les présidents antérieurs, la colonisation a continué de toute façon. Tout ce que Trump est en train de faire, c'est dire mais je l'approuve. Alors qu'auparavant, on donnait l'impression d'être en désaccord, mais on laissait faire. Donc, c'est une sorte de fin d'illusion. Que l'on entretenait, qu'il y avait une politique américaine différente de celle de la politique israélienne. Trump est maintenant totalement associé aux extrémistes israéliens pour la colonisation, pour Jérusalem, pour la continuation essentiellement du statu quo. Alors il n'y a rien de choquant à part le discours. C'est tout ce qui a changé. Vous êtes d'accord avec cette analyse, M. Rabkin? C'est un changement de rhétorique pur et simple ou c'est plus que ça? Oui, en fait, c'est ce que j'avais dit, que la relation entre les États-Unis et Israël était aussi ferme sous Obama, malgré quelques étincelles de rhétorique, mais pas plus que ça. Et je voudrais ajouter que peut-être le changement de la rhétorique de la part de Trump signifie en fait un changement sur le terrain, parce que maintenant, Netanyahou n'a plus de prétexte que les États-Unis l'empêchent à développer la colonisation davantage, parce que Netanyahou se trouve actuellement presque à gauche de son gouvernement. Dans son gouvernement, on a des extrémistes qui ne veulent rien savoir de la même coordination avec les États-Unis concernant la colonisation des territoires occupés. Ils veulent le faire mano militaire et toute seule. Et en fait, d'une certaine façon, la situation de Netanyahou devient plus compliquée à l'intérieur d'Israël, parce que maintenant, elle va avoir beaucoup plus de pression des extrémistes qui risquent en fait de créer de fait un État, soit un État d'apartheid, soit un État de Bantoustan, mais en fait, à mon avis, c'est très simple pour la communauté internationale de se débarrasser de cette illusion de solution à deux États, parce que cette solution, je répète, a permis à Israël de coloniser les territoires et agir avec impunité depuis 20 ans, depuis 25 ans. Et donc, pour les Palestiniens, quelles seront les conséquences donc sur le terrain de cette, du fait que la politique israélienne va être décomplexée peut-être un petit peu ou exposée au grand jour, comme vous semblez l'indiquer? Je crois que ça peut devenir un facteur important
et notamment l'autorité palestinienne qui n'a pas beaucoup d'autorité. Je voudrais le souligner que n'importe quel soldat israélien qui a 18 ans a plus de pouvoir dans le territoire palestinien que Mahmoud Abbas. Donc, dans ces conditions-là, on peut s'attendre que peut-être on va faire mettre l'accent sur les droits individuels des Palestiniens plutôt que sur une solution collective. Ça, c'est une possibilité, mais il ne faut pas attribuer trop d'importance à la rhétorique de Trump parce qu'il est caractérisé par une certaine franchise, mais il ne suit pas toujours ce qu'il dit. Effectivement. Vous, M. Saul, qu'est-ce que vous allez surveiller pour conclure dans ces relations américano-israéliennes au cours des prochains mois? En fait, ce qu'il faut surveiller n'est pas tellement ce qui se passe en Palestine, même si en Palestine, il va y avoir probablement une montée de la violence compte tenu de la fin des illusions. On a déjà à la tête du Hamas un dirigeant qui vient d'être élu au bureau politique, qui est un dirigeant qui était de l'aile armée, de la branche armée. Donc on peut s'attendre qu'en Palestine, les choses se prennent une tournure plus violente. Mais l'autre élément qu'il ne faut pas négliger, c'est que l'une des conséquences de l'association de Trump avec les extrémistes israéliens, c'est la volonté de faire la guerre à l'Iran. C'est exactement le projet des Israéliens depuis 2005. On y revient. Alors si les États-Unis veulent affronter l'Iran, ils veulent aussi former une coalition arabe d'États qui leur sont associés, de manière à pouvoir se couvrir dans cette entreprise. Donc, il risque d'y avoir un affrontement américano-iranien avec une mobilisation de certains pays arabes, avec donc des troubles nouveaux dans le monde arabe, ce qui est totalement contraire à la politique voulue de Trump, c'est-à-dire de retirer les États-Unis de la région, de ce bourbier moyen-oriental. Il est en train de faire le contraire. Exactement, il est en train de mettre le pied dedans complètement. Donc, vraiment, ce sont des développements que nous devrons suivre de près. On vous réinvitera, messieurs, pour en parler. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Samir Saul et monsieur Yaakov Rapkin depuis Kyoto. On vous souhaite une bonne fin de séjour là-bas. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés pour décortiquer ces relations complexes. Merci, messieurs. À bientôt. Merci à vous.